L'impact et l'intensité des décombres calcinés sont sans précédent pour moi. Et c'est certainement quelque chose que je ne voudrais plus jamais revoir. Nous avons des détails choquants sur un gros avion cargo UPS qui s'est écrasé au décollage à l'aéroport de Louisville, Kentucky. Nous recevons nos premiers indices d'enquête sur ce qui a pu se passer pour provoquer le crash et l'explosion de l'avion, tuant au moins 12 personnes, dont un enfant. Nous allons analyser les dernières informations et la suite concernant Tracy Walder, ex-agente de la CIA et du FBI, présente à l'aéroport Muhammad Ali de Louisville ce jour-là. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, nous faisons quelque chose d'un peu différent de ce que nous faisons habituellement dans Sidebar. Ce n'est pas le genre d'histoire que nous couvrons habituellement, mais encore une fois, ce n'est pas une histoire typique en soi. C'est vraiment une tragédie. Nous discutons de ce que nous savons sur le crash de l'avion UPS dans le Kentucky, et vous avez sans doute vu les vidéos choquantes. Ce jet essaie de prendre de l'altitude, mais s'écrase juste à l'extérieur de la clôture de l'aéroport. C'est horrible. L'avion, qui était plein de carburant pour son voyage prévu à Honolulu, à Hawaï, a explosé. Il a explosé en flammes et il a fallu des heures pour l'éteindre. Un immense nuage de fumée était visible à des kilomètres. Les pompiers ont indiqué à WLKX qu'il pourrait falloir une semaine ou plus pour éteindre tous les foyers résiduels. Et nous savons maintenant qu'au moins 12 personnes sont mortes. Et les premiers intervenants ont transformé cette opération de sauvetage en une mission de récupération. Donc la question maintenant est, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien pu transformer ce qui n'était qu'un simple vol de transport quotidien en cette scène terrible, vraiment terrible, qui s'étend sur plus d'un demi-mile? Défaillance mécanique, erreur de pilotage ou sabotage? Nous allons en discuter. D'abord, mais sachez que UPS est une entreprise de transport mondial. Elle n'a pas seulement, vous savez, les célèbres camions bruns que l'on voit partout aux États-Unis. Il dispose d'une flotte d'avions cargo qui transportent des centaines de milliers de colis chaque jour. Le centre aérien de l'entreprise UPS Worldport. Il se trouve à Louisville, Kentucky, à l'aéroport international Muhammad Ali. Et c'est là que cela s'est produit. C'est là que cette tragédie a frappé mardi. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte. Selon les informations de l'Associated Press, cet accident a été dévastateur non seulement pour l'avion lui-même, mais aussi pour la zone environnante. Cela a provoqué un effet domino dans la zone industrielle, de l'autre côté de la clôture de l'aérodrome. On parle d'explosion dans d'autres entreprises. Kentucky Petroleum Recycling Grad à pièces auto, qui est une casse automobile. Ensuite, le gouverneur du Kentucky, Andy Bashir, a déclaré l'état d'urgence après l'accident. Il a déclaré aux journalistes que l'enfant décédé se trouvait avec un parent dans cette casse automobile. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer que cela se produise là-bas? C'est tout simplement incroyablement triste. C'est incroyablement tragique maintenant. Certaines personnes qui étaient sur place ont eu la chance d'aller à l'hôpital. Elles ont été soignées, elles ont été libérées. D'autres ont été hospitalisées et restent dans un état critique, tandis que plus d'une douzaine de personnes sont encore portées disparues, selon le gouverneur. Maintenant, 3 personnes se trouvaient en fait à bord de l'avion lorsqu'il a tenté de décoller mardi, à destination d'Hawaï, selon les enquêteurs du National Transportation Safety Board. L'un des 3 moteurs est en fait tombé de l'aile, ce qui a entraîné une réaction en chaîne catastrophique. Après avoir reçu l'autorisation de décoller, une grande gerbe de feu est apparue au niveau de l'aile gauche pendant la course au décollage. L'avion a décollé et a pris suffisamment d'altitude pour franchir la clôture à l'extrémité de la piste Dix-7R. Peu après avoir franchi la clôture, il a percuté des structures et le terrain hors de l'aéroport. Un incendie s'est déclaré après l'impact, couvrant une distance d'environ un demi-mile. Et nous avons visionné les images de vidéosurveillance de l'aéroport qui montrent le moteur gauche se détacher de l'aile pendant la course au décollage. Ces vidéos, d'autres preuves et éléments trouvés sont précieux pour nos enquêteurs et nous aident à affiner l'enquête. Sur quelle zone allons-nous nous concentrer durant la suite de l'enquête?
Le membre du conseil du National Transportation Safety Board, Tom Hidman, a annoncé mercredi que des dizaines d'employés de l'agence participent désormais à l'enquête. Il a évoqué les groupes créés pour se concentrer sur certains aspects de l'affaire. Donc par exemple, un groupe va se concentrer sur ce qui s'est passé avant l'accident, n'est-ce pas? Qui étaient hantées les personnes à bord? Que faisaient-elles dans les jours précédant cette tragédie? Quels étaient les détails de ce vol? Un autre groupe va documenter la scène de l'accident. Calculer toutes les trajectoires et angles, c'est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé. Un groupe examine les registres de maintenance depuis plusieurs mois, en particulier les premiers intervenants. Ils ont également récupéré la boîte noire de l'avion mercredi. C'est énorme. Nos équipes d'enquête, nous prévoyons, seront ici au moins une semaine, voire plus longtemps. Notre mission, encore une fois, n'est pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi cela s'est produit et de recommander des changements pour éviter que cela ne se reproduise. Nous ne déterminerons pas la cause probable pendant que nous sommes ici sur les lieux, et nous ne spéculerons pas non plus sur ce qui a pu causer cela, puisque nous ne faisons que commencer l'enquête. Nous n'avons pas plus d'informations factuelles à vous donner pour le moment, mais nous pensons que dans les prochains jours, nous pourrons vous en révéler un peu plus. Je précise aussi que cela vient de se produire il y a 30 minutes. Nous avons identifié l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol. C'est ce qu'on appelle communément une boîte noire. Nous avons maintenant des enquêteurs qui l'ont localisé. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a subi de la chaleur, pas d'intrusion, mais de la chaleur autour d'elle. Ces enregistreurs sont conçus pour ça. Et avant qu'on ne pose la question, ces enregistreurs ont été mis à jour, produits par L3 Harris, installés à 2 dates distinctes. Nous sommes en train de vérifier cela, mais nous sommes confiants qu'une fois que nous aurons ces enregistreurs dans notre laboratoire à Washington, nous pourrons obtenir une bonne lecture des données pertinentes. Cela fournira une information supplémentaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé à ce moment du vol. Le gouverneur Bachir ainsi que le maire de la ville ont eu l'occasion de visiter le site de l'accident. Ils ont déclaré que cette dévastation est incroyable. En tant que gouverneur, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai commandé des camions frigorifiques durant la pandémie. J'ai suivi la trajectoire d'une tornade F4 dans la ville natale de mon père. J'ai vu des villes frappées par des inondations qu'on ne peut qualifier que de bibliques. Et ce que cette scène est, c'est violent. Là où l'avion s'est écrasé, au mieux, c'est détruit. Ce que vous voyez, ce sont des restes mutilés de ce qui se trouvait sur son passage, complètement brûlé et noirci. Alors, pour parler de cette enquête, de ce que nous pourrions observer, des pistes que les autorités sont en train de suivre en ce moment. Je souhaite inviter un ancien officier des opérations spéciales de la CIA, agent spécial du FBI, auteur de L'espionne inattendue, expert en sécurité nationale sur News Nation et intervenant régulier sur Sidebar. Tracy Walder, qui, soit dit en passant, va se trouver justement à l'aéroport international Muhammad Ali ce jour-là. N'est-ce pas, Tracy? Mais c'était avant que tout cela n'arrive, n'est-ce pas? En fait, juste avant. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que j'étais partie environ 45 minutes avant. La voiture était venue me chercher environ 45 minutes avant que cela n'arrive. Je ne l'ai donc pas vraiment raté, je suppose. C'est incroyable, vous savez. Écoutez, je voulais avoir votre point de vue pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est parce que, lors d'une conférence de presse mercredi, les responsables ont évoqué l'envoi d'agents du FBI pour aider sur le lieu de l'accident. Avez-vous déjà participé à une enquête comme celle-ci? Et qu'est-ce que le FBI pourrait apporter? Quelles ressources le FBI pourrait-il offrir ici? Donc personnellement, je n'en ai en fait jamais fait partie. Généralement, lorsque le FBI intervient dans une enquête de ce genre, beaucoup de personnes qu'ils feront venir appartiennent à leur équipe de réponse aux preuves. Et c'est parce qu'ils veulent déterminer si c'est criminel ou non. Techniquement, cela ne se passe pas seulement dans l'État du Kentucky. C'est quelque chose qui se produit dans un aéroport. Ainsi, le FBI mobilise généralement toutes ses ressources dans ce type de situation, ce qui n'est pas rare. Mais ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas eu d'acte de sabotage, si vous voulez, ou tout type d'événement criminel qui aurait pu se produire à la suite de cela. Et qu'est-ce qu'ils chercheraient? Quel serait un signe évident de sabotage? Est-ce que ce serait quelque chose? Comme je l'ai dit plus tôt, des groupes éthiques vont analyser tout ce qui a précédé le crash. Qui était à bord? Les registres de maintenance. D'après votre expérience,
Comment avez-vous identifié des preuves de sabotage potentiel? Donc, cela va en fait être très similaire à ce que nous avons vu lors de l'accident d'Air India il y a quelques mois. Je crois qu'il n'y a eu qu'un survivant et ils pensent que ce pourrait être un sabotage. L'une des choses, Crano, qu'ils vont faire, ça, et que je pense que les gens oublient, c'est qu'ils vont examiner les communications des pilotes et de l'équipage avant même qu'ils ne montent à bord de l'avion et qu'ils ne préparent l'appareil. Parce qu'ils veulent déterminer quel était leur état d'esprit, si c'était juste une journée normale et qu'une catastrophe est malheureusement survenue ou s'il y avait quelque chose de plus. Est-ce qu'ils communiquaient quelque chose? Donc c'est un aspect qu'ils vont vraiment examiner au-delà de l'avion lui-même, si vous voulez. Je pense aussi que le FBI va vraiment examiner les registres de maintenance de ce vol. D'après ce que j'ai compris, simplement en me basant sur ce qu'ils ont dit, il n'y avait pas de maintenance. Aucune maintenance n'a été effectuée sur cet avion. Il n'en avait pas besoin avant le décollage. Donc, ils vont examiner cela et ils vont aussi regarder les communications avec le contrôle aérien ou le contrôleur aérien. À quoi ressemblait-elle? Le FBI va surtout se concentrer sur ses analyses forensiques numériques. Si vous voulez, parce que cela va prendre pas mal de temps pour reconstituer l'accident en lui-même. Comme vous l'avez dit, qui avait accès à l'avion? Parce qu'un moteur qui se détache de l'aile, c'est quelque chose de tellement incroyable à imaginer. Et comment cela peut-il arriver? Si quelqu'un y avait eu accès, le National Transportation Safety Board et la FAA restent responsables de l'enquête. C'est une tâche énorme, c'est une scène immense. J'ai parlé des effets en cascade, de la façon dont cela a touché deux autres entreprises. De manière générale, quand vous avez toutes ces différentes agences et tous ces différents responsables, ils font tous partie de cela. Comment garantissent-ils une bonne communication et organisation sans rien laisser passer? Est-ce positif d'avoir autant d'attention ou cela pose-t-il un défi? Donc oui et non, n'est-ce pas? Et je pense que c'est justement le problème. Très souvent, ce qu'ils vont faire dans une situation comme celle-ci, c'est mettre en place presque un bureau temporaire, si vous voulez, probablement à l'aéroport, où ils travaillent tous physiquement ensemble. C'est positif de garder ces lignes de communication ouvertes, comme vous l'avez dit, pour éviter que les gens ne soient isolés. Redoubler d'efforts inutiles est très inefficace. Ou enquêter sur la mauvaise chose, ou ne pas se parler lorsqu'ils trouvent une information importante. Donc, très souvent, ils vont mettre en place ce qu'on pourrait appeler des centres de groupes de travail temporaires. Ils sont mobiles et c'est probablement ce qu'ils font, même si évidemment je n'en suis pas certaine. Ils opèrent probablement directement depuis l'aéroport. Et pendant qu'ils recueillent tous ces éléments de preuve potentielle, les débris et les matériaux, encore une fois, c'est une tâche énorme en général, avez-vous? Est-ce que cela vous semblerait étrange si c'était une action, un acte délibéré, s'il y avait un crime ici, si c'était un acte de sabotage? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant, vous savez, prétendument cibler un avion de transport comme celui-ci? Je veux dire, et est-ce que cela aurait du sens, que cela puisse potentiellement être un acte criminel? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Écoute, Jessie, tout est possible, mon Dieu. Je ne me souviens plus combien d'années cela remonte. Mais il y a eu un vol, en Europe en fait, où le pilote a délibérément fait s'écraser l'avion contre une montagne et a tué tout le monde à bord. Et puis il y a aussi ce vol d'Air India, donc je ne veux pas dire que cela n'est jamais arrivé auparavant. Évidemment, c'est rare. Et comme vous l'avez souligné, c'était un avion qui, d'après ce que j'ai compris, n'avait pas besoin de maintenance avant de décoller. C'est du moins ce qu'a affirmé le National Transportation Safety Board. Et donc, oui, un moteur qui semble simplement se détacher ainsi que des dommages à l'aile. Je pense que c'est catastrophique par nature. Aussi, nous devons prendre en compte, vous savez, le carburant, à mon avis, a joué un rôle énorme dans, je dirais, la traînée de feu que vous voyez. C'était un avion qui était rempli à ras-bord de carburant, parce que c'est un vol long courrier, n'est-ce pas? C'est très similaire. Les pirates de l'air du 11 septembre voulaient des vols transcontinentaux car plus de carburant provoque une plus grande explosion. Mais encore une fois, tout cela n'est que des hypothèses, n'est-ce pas? Cela aurait vraiment pu être simplement une malheureuse coïncidence d'événements. Donc je ne veux pas dire que je n'ai jamais vu ça auparavant, mais oui, c'est vraiment rare. Et permettez-moi de vous donner un peu plus de contexte ici. Donc, selon le National Transportation Safety Board à ce stade, ils disent que la fermeture du gouvernement n'a pas affecté le nombre de personnes dans la tour de contrôle du trafic aérien. Vous savez, évidemment, c'est une question qui a été soulevée. Vous avez un capitaine retraité du UPS, Norman C. Wright Jr., qui a déclaré à WLKI que l'avion cargo, celui dont nous parlons, était le troisième plus grand appareil de la flotte de l'entreprise. Construit en 1991, c'était l'un des plus anciens et des avions les plus fiables, selon vos déclarations aux médias. Ils avaient, vous savez, Tracy, c'est intéressant, non?
l'âge de l'avion attire beaucoup l'attention. Jusqu'où les enquêteurs vont-ils remonter dans les dossiers en ce qui concerne la maintenance, les registres et les problèmes déjà documentés? Et nous parlons de la durée que peut prendre cette enquête. Le FBI examine-t-il cela aussi? Je veux dire, à quoi peut-on s'attendre à ce niveau-là, étant donné l'âge de l'avion? Donc cela sera probablement fait principalement par le National Transportation Safety Board, mais je pense qu'ils vont remonter jusqu'à la chaîne d'assemblage de cet avion. Donc probablement même avant 1991. Je crois que 1991 était l'année où il a réellement été mis en service. Donc c'est l'année où il a commencé à voler. Évidemment, la construction a commencé avant cela. Je pense qu'ils vont vraiment remonter jusqu'au début. Je pense qu'ils sont obligés de le faire dans un cas comme celui-ci. Et oui, c'est encore un avion énorme. Il va à Hawaï, n'est-ce pas? Avec probablement la quantité maximale de fret à bord. Écoute, il est fiable, vraiment fiable, mais les choses finissent par tomber en panne avec le temps, n'est-ce pas? C'est un avion qui est en service depuis pas mal de temps et qui, d'après ce que je comprends, n'a pas eu un historique massif d'entretien. Je crois qu'il était à San Antonio en septembre pour de la maintenance. Je peux me tromper, mais c'est aussi ce que j'avais lu. Mais non, je suppose qu'il n'y a pas eu de gros antécédents de problèmes de maintenance. Mais oui, ils vont retourner à l'assemblage de cet avion. Et vous savez, l'un des aspects les plus troublants de cette affaire, c'est que les autorités, en fait, aussi, n'ont pas encore révélé l'identité des victimes. American Broadcasting Company News rapporte que le médecin légiste essaie toujours d'identifier certains des restes en raison de l'état horrible des corps. Je veux dire, cela pourrait être un défi. Je me demande vraiment, dans ce genre de situation, Ça va être un énorme défi. Évidemment, UPS saurait qui pilotait cet avion, qui composait l'équipage de cet avion, d'après les listes de passagers, n'est-ce pas? Il faut aussi s'assurer que ces personnes sont bien montées dans l'avion, car il peut toujours arriver quelque chose, non? Des gens remplacent d'autres personnes et ça arrive. Ce n'est pas un avion destiné au transport de passagers, n'est-ce pas? C'est un avion destiné au transport de marchandises, et ceux-là sont, je suppose, considérés différemment si tu veux. Mais oui, comme je l'ai mentionné auparavant, l'énorme quantité de carburant dans cet avion va rendre l'identification des personnes qui étaient à bord très, très difficile, ainsi que celle des victimes au sol. mais je dirais que les informations sur les personnes touchées commencent à filtrer. Actuellement, une cagnotte en ligne existe pour un homme nommé Matt. Selon Fawn Armstrong, organisatrice de la collecte, Matt a été grièvement brûlé dans la boule de feu. Il a survécu, mais d'après Fawney, il y a des brûlures sur 95% de son corps. La collecte de fonds a déjà permis de récolter plus de 44 000 $. Selon les enquêtes précédentes sur les accidents, il a été prédit ici que cela pourrait durer un an. Précis un an auparavant. Nous aurons peut-être bientôt des réponses concrètes du National Transportation Safety Board ou du FBI. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Est-ce que cela a du sens pour vous? Oui, et c'est, vous savez, similaire à ce que l'on voit dans beaucoup d'affaires. Je pense que parfois la télévision et la culture populaire jouent un rôle dans le fait que les gens veulent des réponses immédiates. Mais pour faire ces choses correctement, cela prend beaucoup de temps, surtout quand on a pratiquement tout sur son chemin. Tout cela a vraiment été réduit en cendres parce qu'il y a maintenant une énorme enquête pour incendie criminel et cela prend aussi du temps et je me sens vraiment désolée pour les victimes. Je pense qu'ils souffrent le plus au final à cause de tout ça. C'est un jeu d'attente, je suppose. Mais je pense que c'est malheureusement tout à fait normal qu'une enquête comme celle-ci ait lieu. Et c'est horrible que des gens aient été blessés à ce point et qu'il y ait eu des pertes humaines. Il faut savoir qu'il y a de nombreux entrepôts autour de cet aéroport. Je les ai vus hier. Cet aéroport n'existe pas vraiment dans une bulle entourée uniquement de champs, donc c'est vraiment horrible la traînée de destruction qui a été laissée. Est-ce que nous aurions des nouvelles du FBI plus tôt? Arriverait-il à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'acte criminel? Et peut-être faire une annonce avant? Le National Transportation Safety Board poursuit son enquête pour déterminer quelle pourrait avoir été la cause mécanique ou une autre cause. Est-ce que nous aurions des nouvelles du FBI avant un an? Oui, normalement, dans ce cas, nous devrions. Oui, maintenant. Sera-ce une question de jours? Je ne pense pas, même si je comprends que les gens le souhaitent. Il s'agirait probablement de plusieurs mois avant que le FBI ne prenne cette décision pour déterminer s'il s'agit d'une enquête criminelle ou d'une enquête technique. Maintenant, nous mettons aussi le GoFundMe là-haut, ainsi qu'un ou deux autres liens. Je voulais juste dire si vous souhaitez contribuer et aider. Donc, le gouverneur Bashir a précédemment créé le fonds d'aide d'urgence Team Kentucky pour aider les gens lors de tragédies
a-t-il déclaré mercredi. L'argent actuellement donné à ce fonds servira à aider les personnes et les entreprises touchées par cet accident. GoFundMe a aussi lancé une plateforme centralisée pour les collectes de fonds vérifiés concernant l'accident d'avion. Si vous souhaitez contribuer, je vais y mettre tous les liens. Je sais que de nombreuses familles, entreprises et personnes sont touchées et dans le besoin. C'est une situation terrible. Tracy, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'expliquer ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les mois à venir. C'est vraiment une situation horrible. Mais merci beaucoup. Merci, Jesse. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.